Voilà, donc déjà, merci beaucoup de me donner un petit peu de temps dans votre programme chargé. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Alain Boucard, je suis professeur à l'ENS Paris-Saclay, où je suis aujourd'hui d'ailleurs. Hélas, pas avec vous, j'aurais préféré. Je dirige un laboratoire de recherche tout jeune qui a été créé depuis quelques semaines, qui s'appelle le Laboratoire de mécanique Paris-Saclay. Et je suis surtout là aujourd'hui au titre de président. Alors, je suis président cette année et pendant encore un an ou deux, et en fait, on tourne, vous verrez, avec vous. Donc, la demande, alors il n'y a pas eu de demande très précise, je pense que ce qui vous intéresse surtout, c'est la troisième partie qui est l'évolution des épreuves, mais je me dis que c'était intéressant de peut-être rappeler à tout le monde un peu ce que c'était que la banque PT, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, la connaît pas forcément, et puis vous donner quelques chiffres, et après on parlera bien sûr, je pense, du cœur de ce qui nous intéresse ici, qui est l'évolution des épreuves de sciences industrielles au sein de cette banque. Alors rapidement, donc la banque PT, c'est quelque chose qui existe depuis 1996, qui a été créé sous forme de convention, avec un avenant qui a été créé 10 ans après, et les membres signataires de cette convention, qui sont aussi les membres du comité de pilotage, ben là, vous les avez là sous les yeux, hein, donc les arts et métiers, le Paris-Saclay, l'école polytechnique, un représentant du concours commun central Chipelec, Nippon et INP. Donc, ce sont des gens qui discutent, voilà, en général arrivent à des consensus lorsqu'il y a des décisions à prendre. Ils consultent éventuellement l'ensemble des autres écoles accessibles. C'est plus d'une centaine. Alors, je n'ai pas fait les détails parce que c'est un petit peu long, mais ça fait énormément d'écoles accessibles. C'est un peu l'originalité, hein, vous savez, la filière PTS-IPT. Tous les élèves, tous les candidats, tous vos élèves, en fait, passent ce concours. C'est le bon départ. Alors, depuis 2013, donc, comme je le disais, avec David Dufresne des Arts et Métiers, on alterne les rôles de président et vice-président. C'est purement de l'affichage. Hein. On a en fait chacun notre terrain de jeu un petit peu dans le fonctionnement de cette banque. On s'appuie donc sur le comité de pilotage et puis sur un service concours. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, le budget, c'est à peu près 1,5 million d'euros. Organiser ce genre de concours, vous notez, c'est un coût et ce coût est relativement élevé. Alors, l'organisation, c'est une banque d'épreuves avec des épreuves écrites, 2 épreuves de français, 2 épreuves de langue vivante, une épreuve d'informatique et modélisation de système physique, 3 épreuves de mathématiques, 2 épreuves de sciences physiques et 3 épreuves de sciences industrielles. Ce sont notamment des épreuves orales, 2 épreuves en sciences industrielles, une de TP, une d'interrogation, 2 épreuves de mathématiques, dont une qui fait appel à des aspects informatiques, un TP de physique, une épreuve d'intégration de physique-chimie, et puis 2 épreuves de langue vivante, une obligatoire et une facultative, plus bien sûr l'épreuve commune de TP. Alors, comment on est organisé c'est très, très cadré, tout ça. Pour chaque groupe d'épreuves, il y a un coordinateur ou une coordinatrice qui anime 3 équipes qui sont en charge du sujet principal, du sujet de secours qui joueront aussi un rôle de second cobayage et du premier cobayage. Et puis, il y a des correcteurs, des correctrices. Très souvent, c'est à minima les 3 binômes précédents, hein, parce que chaque équipe, c'est un binôme, mais ça peut être plus en fonction du nombre de coupés éventuels. Alors, c'est juste un petit peu différent en français et en vivant, puisqu'il n'y a qu'un seul cobayage qui est organisé pour ces épreuves. Et pour les épreuves orales, c'est pareil, il y a un coordonnateur ou une coordinatrice par épreuve et par site, parce que vous savez que ça se déroule principalement sur 2 sites, un à Paris aux Arts et Métiers, et puis un à Gif-sur-Yvette à Paris-Saclay, à l'ENS Paris-Saclay. Et puis, il y a toute une équipe, alors en général beaucoup plus large, de concepteurs ou conceptrices de sujets, de cobayeurs, cobayeuses et d'interrogateurs, interrogatrices. Et donc, les coordinateurs ou coordinatrices sont en charge d'animer ces équipes. Un petit exemple de planifique, hein, pour vous montrer comment ça marche. Imaginez donc 3 équipes. Lorsque le sujet est créé, il est d'abord créé sous forme de sujet de secours. Il est cobayé une première fois avec un dialogue qui est fait en gros au mois de mars-avril. Pendant ce temps-là, au mois de mai et au mois de juin, il y a évidemment les épreuves, plus les réunions de barème, plus les corrections. Et c'est là qu'on discute du thème du prochain sujet qui sortira. Mais ça, c'est sur le sujet principal. Du coup, si je me projette sur la suite de l'année, en septembre, on trouve la validation du sujet qui a déjà été cobayé une première fois, puisque c'est en général le sujet de secours qui est devenu un sujet principal. Il y a un deuxième cobayage qui est réalisé par une autre équipe, donc une équipe qui a un regard neuf. Et puis, il y a une finition du sujet, un rendu du sujet qui est fait en janvier, février, pour ensuite l'envoi à l'imprimé, etc. Bon, on ne va pas se le cacher, hein, ça n'empêche pas qu'il y ait des bugs. Si vous avez regardé les sujets de SI de cette année, je suis sûr que vous en avez trouvé au moins 3, si je ne dis pas de bêtises. Pas forcément des trucs graves, mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir 100% de sujets parfaits. C'est une ambition, mais je pense qu'on atteindra jamais. Alors, quelques chiffres clés sur la banque PT. J'aime bien commencer par ce graphe-là, à prendre avec toutes les réserves d'usage, hein, parce que déjà, pour avoir des chiffres là-dessus, c'est compliqué.
selon que vous prenez le SCEI, les chiffres du MESR, ce n'est pas les mêmes. Donc voilà, bon, en gros, quand même, ce qu'on voit, hein, c'est que vous avez un espèce de ratio entre nombre d'inscrits et nombre de places offertes. Alors, la filière PT fait partie de celles où ce taux est le plus élevé. Les autres sont un petit peu en dessous, mais encore une fois, c'est à prendre avec réserve, puisque avoir des données quand même consolidées là-dessus, c'est un peu compliqué, mais on voit que ça fait partie des filières qui sont attractives aussi pour ça. Alors, en termes d'inscrits, places, admissibles, intégrés, etc., là, vous avez une évolution depuis 10 ans. Bon, on voit que, alors, si on remonte un peu plus, hein, je suis remonté à une quinzaine d'années, on a plus 13% en termes d'inscrits ou d'inscrits, et une augmentation globale du nombre de places de 15%. Il y a eu un pic en 2017, alors ne me demandez pas pourquoi on est capable de l'expliquer, hein, sur le nombre d'inscrits. Là, on est redescendu au niveau de 2015-2016, mais c'est une certaine stabilité de cette filière depuis plus de 10 ans. Alors évidemment, là, on est beaucoup moins bon, c'est sur le pourcentage de jeunes de femmes, hein, c'est pas une grande nouvelle, vous le savez comme moi. Très peu de femmes inscrites dans cette filière, on est à 15% cette année, l'année dernière, pardon. Et puis, par contre, un taux de boursier qui est parmi les plus élevés, hein, autour de 27 à 30% selon les années, je vais en dire un petit peu plus après. Et puis, un taux de 5,5 qui finalement est relativement raisonnable. Donc, c'est souvent des gens qui ont des choix qui redoutent, non pas forcément parce qu'ils n'avaient pas d'école, mais aussi parce que des choix d'école qu'ils avaient fait, ils ne les ont pas eus, qui redoutent donc pour de bonnes raisons. Alors, les mentions au bac des étudiants ou étudiantes PT. Donc là, vous avez un petit graphe, on voit qu'évidemment, on a une diminution du nombre de 100 mentions, voire mentions assez bien, et puis une augmentation de mentions très bien. On peut être content de ça. Alors évidemment, c'est à pondérer, hein, si on s'amuse à regarder l'évolution des mentions au bac depuis 1997, on voit qu'on a fait x10 en nombre de mentions très bien. Et puis sur le bac S, on a encore des chiffres qui sont encore plus élevés, hein, puisqu'en 2020, on a atteint un record, avec un bac en particulier, on est tous conscients, de plus de 20% en mentions très bien. Donc évidemment, le déport des mentions au bac, on retrouve directement sur les candidats et candidates qu'on a dans la filière. Alors les boursiers, là j'ai essayé de vous donner quelques sources d'informations que vous pouvez faire aussi, hein, du SCEI, de la CDFI, etc. Bon, en 2018, par exemple, il y avait 30% à peu près de candidats et candidates boursiers en rapport aux grandes écoles. Et vous avez à droite, là, en colonne, on voit que la filière PT, alors juste après la filière PT, qui est évidemment très grandement en tête, autour de 30%, donc une bonne moyenne. Là aussi, c'est un peu à pondérer. Hein. Vous savez qu'il y a le fameux échelon 0 bis, qui est un échelon un peu particulier. Quand on retire cet échelon-là, on tombe seulement à 15% seulement de boursiers et boursiers. Alors, une des originalités de la filière, c'est ça, hein, c'est son dispatch national. Et on voit que quand on regarde d'où viennent finalement les intégrés, ben, il y a vraiment toute la France, de toutes les endroits, il y a des filières PT historiquement. Hein. On tracerait ce type de carte pour certaines grandes écoles. On aurait sans doute une distribution un petit peu différente, mais là, encore une fois, c'est très grande nouvelle. Ça fait partie des richesses de la filière, hein, ce côté pavage du territoire, pavage du dom-tom. Alors, le cœur, je pense, de la réunion d'aujourd'hui, c'est ça, parce que je sais que ça vous a un petit peu travaillé quand on fait paraître ça. Alors, l'esprit de la réforme, on vous le rappelle, hein, vous avez mis en œuvre depuis cette année la réforme des programmes, et nous, depuis environ un an avant sa mise en œuvre, de par la présence qu'on avait dans ce comité de programme, et là, on a quelques retours éventuellement sur les évolutions, on considère vraiment comme des évolutions, on l'a dit assez fortement, hein, il n'y a pas de révolution dans les programmes à notre sens. Et donc, on a lancé une réflexion sur l'évolution des épreuves, à la fois au sein du comité de pilotage, avec bien sûr le coordinateur de ces épreuves et des équipes, avec quelques-uns d'entre vous qui sont peut-être là, qu'on a aussi permis d'interroger un peu en off. Et puis, l'idée, c'était de converger sur les évolutions mises en œuvre à partir de 2023, ce qu'on a fait. Et donc, du coup, on vous a transmis de l'information via l'outil dans un courrier qui date de la fin de l'année dernière, donc début décembre 2020. Alors, quels étaient les objectifs? Bien sûr, comme toujours, hein, la référence de l'évaluation reste le programme. Et donc, il fallait qu'on réponde aussi aux attendus de ce droit, même si, encore une fois, il n'y a pas de révolution en termes de contenu. C'était aussi l'occasion, la dernière réforme datait de 2013, si je ne dis pas de bêtises, de moderniser un petit peu le contenu des épreuves, hein,
entre autres d'intégrer tout ce qui est pratique industrielle autour de l'innovation et en conservant un volet fort qui est typique de la filière PP, qui est l'industrialisation. Et puis, dans le temps, on s'était rendu compte, je pense que vous serez assez d'accord aussi avec ça, que finalement, la différenciation entre les deux épreuves BSC devenait compliquée. Et donc, on a voulu marquer un peu plus fortement cette différenciation. Alors, il y avait un enjeu, on ne va pas tout cacher. Hein. On pourrait imaginer réduire le nombre d'épreuves, hein. Ça a des coûts et donc tout ça. Bon, ce n'est pas le souhait du tout. Et du coup, il fallait vraiment identifier certaines de ces épreuves pour entrer, tout en les rendant complémentaires. Bon, du coup, qu'est-ce que ça a donné? Alors, je reprends en quelques mots le projet qu'on avait envoyé. Hein. L'épreuve SIA évolue relativement peu, voire pas. Elle reste globalement sur son périmètre. Hein. C'est une épreuve de modélisation pour la commande des systèmes. Elle est relativement bien calibrée sur la partie mécanique. On l'a redit, le but du jeu, c'est d'aller jusqu'à la dynamique pour la commande et le pilotage du système asservi. Deux grandes compétences attendues, prédiction de performance des systèmes d'impact en modélisation, et puis bien sûr, un grand classique une fois de notre discipline, hein, l'évaluation de l'écart entre performance prédite, performance spécifique par cahier des charges, de la modélisation et de segmentation. Donc, les deux évolutions principales, c'est sur SIB et SIC, avec la suppression de la partie graphique associée à la conception d'un système. Et donc, ça devient une épreuve de modélisation essentiellement, hein, orientée conception et innovation. L'idée, c'est d'aller vers des critères de choix et de dimensionnement de solutions techniques pour les comparer et puis les mettre en œuvre sur, enfin, en tout cas, les dimensionner en un cahier des charges et pouvoir les comparer sur les critères de. Et donc, l'idée, hein, on ne va pas beaucoup se voiler la face, il y a quand même beaucoup d'innovations qui sont des innovations incrémentales. Donc, c'est un peu dans cet aspect-là que se pose cette épreuve. Réaliser une innovation incrémentale d'un système de système. Et donc, en conséquence, SIT évolue aussi avec une augmentation de la partie conception graphique à hauteur de 40 à 50% d'épreuves. On était plutôt sur un nombre de vendeurs qui était de 30% aujourd'hui, voire un peu moins. Ça reste une épreuve de conception et d'industrialisation de produits. Et puis, cette fois-ci, les compétences attendues sont toujours l'analyse des performances, mais avec une définition des solutions techniques qui vont intégrer des contraintes de cycle de vie, dont en particulier celles qui sont liées à la phase d'industrialisation. Voilà un petit peu comment on a travaillé. Hein. Encore une fois, ça ne s'est pas fait en 3 minutes. Hein. Alors, je sais que ça avait fait réagir pas mal. Voilà, j'ai essayé de répondre aux questions qu'on a posées. Alors, depuis, on a continué à travailler évidemment. Hein. Donc, ces évolutions ont été transmises à l'ensemble des écoles et des écoles dans une proposition qui a été faite il y a un peu plus de 3 mois maintenant, avec donc un courrier qui présentait l'esprit des évolutions portant les enquêtes, avec des cahiers des charges, alors que vous n'avez pas encore, mais ils sont en cours de finalisation. Et on attendait la fin des études pour les publier, on espère les publier très bientôt, donc vous les aurez à disposition sans aucun souci dans les semaines qui viennent. Et puis avec une demande de positionnement à partir de la session 2023 sur ces nouvelles épreuves. En même temps aussi en demandant aux gens peut-être de réfléchir un petit peu plus sur ce qui avait été fait à la précédente réforme, où finalement beaucoup de gens étaient restés sur la position actuelle, en disant c'est peut-être l'occasion d'évoluer en fonction de l'évolution de ces épreuves, et vous verrez qu'il se passe des choses. Et puis, éventuellement, lorsque certaines écoles l'ont demandé, ou groupe d'écoles ont demandé, on a eu des échanges avec eux. Alors évidemment, le tableau que vous attendez toutes et tous, c'est celui-là. Donc là, je vous mets le positionnement 2023 en violet, c'est la colonne de droite. Et pour information, quel était le positionnement jusqu'à cette année de cet ensemble d'écoles. Alors, vous avez les classiques écoles du groupe A. Alors, pourquoi les écoles du groupe A? Parce que c'est celles qui prennent aussi les épreuves orales, hein, en général dans les politiques de pilotage. Puis vous avez tous les autres groupes d'écoles. Alors, vous noterez 2 cases violettes. C'est juste qu'on n'a pas encore la réponse. On va relancer plusieurs fois, mais voilà, on a parfois des petits soucis de communication, donc on n'a pas encore la réponse pour l'école de l'air et de l'espace et du point utile. Alors, si j'essaie de vous dire un peu les changements, la différenciation SIB, SIC et le transfert d'un certain nombre de compétences numériques par un des écoles qui était positionné, alors on va prendre la première ligne dans Centrale GPNX sur AC, positionné sur AB. Pas de changement pour Miniton et pour l'école polytechnique. Alors en fait, si, un changement pour l'école polytechnique qui bascule de SIC à SIA. Ça peut vous surprendre. Personnellement, je ne suis pas très surpris. Je pense qu'ils se sont rendus compte que peut-être ils auraient dû changer avant. Peut-être que c'est la raison de leur changement. Encore une fois, là-dessus, ce n'est pas nous qui intervenons. On a vraiment, les écoles sont libres de leur choix. Alors, la grande nouveauté, vous la voyez, hein, des écoles qui étaient positionnées sur 2 épreuves, arts et métiers, INP, les 2 ENS, sont positionnées sur les 3.
Et puis, ce n'est pas les seuls, hein, puisque d'autres écoles, je ne sais pas si je prends Grenoble, BNP, si je prends les Tarbes, etc., Paris, ont aussi fait évoluer leur positionnement en passant de 2 à 3 épreuves. Donc, nous, on voit ça plutôt positivement en disant, voilà, les gens vont mieux prendre en compte l'ensemble des compétences qui sont apportées par vous durant la formation pour leurs écoles, et ça nous paraît une très bonne chose. Il y a d'autres changements un peu à la marge, mais qui méritent sans doute pas plus de commentaires que ça. Nous, voilà, donc nous, de notre côté, on est plutôt ravis de voir que cette réforme, finalement, a permis à la fois de bouger quelques lignes, puis aussi de détendre les compétences. J'espère qu'il en sera de même de vous-même. Et j'avais promis que je ne serais pas trop long. Donc, merci de votre attention. Et puis, bien sûr, je peux vous envoyer la présentation si vous le souhaitez.